Alors, les pistes de réflexion pour améliorer d'abord, pour nous, l'enveloppe, ce qui est fondamental. C'est d'abord, évidemment, d'améliorer les murs de façade, en isolant par l'extérieur, et en tenant compte des particularités suivantes, donc minimiser l'impact des travaux sur l'occupation des appartements, comment réfléchir à éventuellement de la préfabrication pour aller très vite, gérer tous les nœuds constructifs. Donc on est dans un bâtiment qui est composé de voiles en béton, de dalles béton, notamment avec des nez qui ressortent aussi en relief, donc ça pose des problèmes pour isoler ça correctement, de manière simple. Donc il y a toute une étude qui devrait être faite là-dessus pour voir comment gérer ça. Gérer forcément, toutes les façades sont pas orientées de la même manière. Il y a des façades qui sont plutôt au sud et qui, elles, posent d'autres problèmes que des déperditions thermiques. Elles en perdent évidemment de la chaleur aussi, mais surtout par moments, elles peuvent provoquer des problèmes de surchauffe. Et donc, il y a peut-être des protections solaires à envisager dans certaines façades. Et enfin, proposer aussi, puisqu'on va isoler, on va proposer un revêtement extérieur qui va protéger cette isolation thermique. Proposer un revêtement durable, esthétique, forcément, tout le monde a envie que son bâtiment soit beau, qui soit résistant à l'usure, facile d'entretien et forcément peu coûteux. En tout cas, dans un bon rapport qualité-prix, ne pas mettre quelque chose qui, dans 20 ans, devra être recommencé. Au niveau des châssis, forcément, vous l'avez compris, c'est quand même un des points importants aussi, c'est de remplacer pour avoir des châssis à coupure thermique et du double vitrage, certainement, pour se remettre en conformité avec les normes thermiques actuelles, mais aussi par rapport au confort. Donc un simple vitrage provoque une paroi froide qui provoque un inconfort quand on se trouve à côté. C'est un double vitrage qui atténue quand même fortement, un triple encore plus, mais là on rentre dans d'autres considérations économiques. Et donc le remplacement de ces vitrages permettrait en même temps d'éventuellement permettre une amenée d'air, donc via des aérateurs dans les châssis, pour pouvoir répondre à la norme de ventilation. Ça Muriel en parlera peut-être un peu plus tard. Les balcons sont de ce fait-là aussi des points importants à gérer, puisque c'est des sortes de creux dans la façade qui pourraient être gérés, qui doivent être gérés forcément au niveau thermique, puisque c'est des points particuliers difficiles à traiter au niveau isolation. C'est des sortes de points froids dans le bâtiment. Et donc par rapport à ça, à ces points qui sont pour nous fondamentaux, on pense qu'il y a moyen de ce fait-là aussi de redonner une image plus jeune et rafraîchir en tout cas le bâtiment, pour nous suivant 3 axes. Renforcer l'image globale du bâtiment, instaurer une charte relative au châssis, c'est-à-dire qu'on ne va pas proposer forcément que tout le monde remplace les châssis, mais qu'il y ait une certaine cohérence dans le temps pour les gens qui désireraient remplacer leur châssis plus tard, pour avoir un bâtiment homogène dans la suite. Et enfin, laisser une touche de personnalisation pour chaque propriétaire qui pourrait se faire justement au niveau des balcons. Bon, c'est un peu l'illustration qu'on a voulu faire très rapidement ici, puisqu'on n'est pas dans un projet très étudié. Pour le moment, on est resté très généraux dans ce dont on parle. Par rapport à l'amélioration de l'enveloppe, je viens de vous parler des pistes qui sont pour nous primordiales. Il y a des autres pistes qui pourraient être envisagées, qui pour nous ne sont pas pertinentes dans un premier temps. On va quand même les balayer. C'est évidemment isoler la toiture. Pourquoi c'est pas pertinent? Parce que ça n'impactera a priori que les logements du dernier niveau. Par contre, ça permettrait aussi pour tout le monde de renouveler l'étanchéité. Et donc là, ça bénéficie évidemment un toit étanche à tous les appartements. Évidemment aussi en premier au dernier niveau. Cette toiture pourrait éventuellement être végétalisée, mais pour nous, ce n'est pas fondamental non plus. Ça, simplement, on voulait vous expliquer que ça permet qu'à membrane dure plus longtemps, puisqu'elle est protégée des UV. Par contre, ça pourrait aussi être fait via une membrane qui serait claire et pas noire, donc qui capte moins la chaleur, qui subit moins les tensions dues à la chaleur. Par contre, ça a un coût. C'est pas réellement une plus-value puisque c'est pas visible comme certaines toitures de bâtiments bas à partir d'une fenêtre de quelqu'un d'autre, puisque votre bâtiment est quand même assez haut. Éventuellement, ça pourrait permettre, c'est quelque chose de très à la mode, de réaliser un potager urbain sur le dessus. Il y a les dalles planchers sur les locaux techniques qui sont aussi éventuellement isolables thermiquement, mais de nouveau, ça ne va impacter que les logements du premier niveau, et c'est assez complexe vu toutes les techniques qui passent au plafond, d'isoler correctement son fond thermique, ou en tout cas de gérer ça de manière optimale. Les murs en briques,
du premier niveau sont, eux, pour nous, ne sont pas nécessaires à isoler parce qu'ils recouvrent principalement des locaux de distribution et des locaux techniques, et donc ils impactent très peu le bilan global de l'immeuble. Je vais passer la parole à Muriel pour ce qui est des améliorations techniques. Donc plus sur l'enveloppe, ce qui est physique à votre bâtiment, mais vraiment la technique du bâtiment. Donc effectivement, le premier travail est bien sur l'enveloppe et c'est lui qui va vous procurer un maximum d'économie d'énergie. Néanmoins, à partir du moment où on fait des travaux sur l'enveloppe, il y a des travaux au niveau technique qui vont être nécessaires. C'est ce qu'on a pointé comme fondamental, la ventilation. À partir du moment où vous isolez un bâtiment, vous le rendez beaucoup plus étanche, vous n'avez plus tous ces flux d'air parasites qui venaient faire la ventilation de façon automatique sans que vous deviez y penser dans vos appartements. Vous avez des bâtiments qui deviennent un petit peu comme des thermos, et il est absolument nécessaire de mettre en place une ventilation qui soit performante. De un, pour vous garantir une qualité d'air qui soit satisfaisante, mais surtout pour éviter d'avoir des dégradations de type moisissure qui apparaîtraient très rapidement en l'absence de ventilation. Donc ça, c'est le point vraiment fondamental au niveau des techniques. Ensuite, il y a plein d'améliorations techniques qu'on peut envisager également. On va les passer en revue, mais il est nécessaire de faire une étude pour voir si elles seront rentables pour vous d'un point de vue environnemental, mais aussi d'un point de vue économique. À chaque fois, on va vous fournir une estimation du temps de retour sur investissement pour que vous puissiez prendre connaissance du coût que ça représente, mais aussi du temps qui sera nécessaire pour récupérer cet investissement. Alors, on peut agir sur la production de chaleur. Là, par rapport aux réductions de puissance qui vont être permises en travaillant sur l'enveloppe, ce sera intéressant de regarder comment se passe la production de chaleur actuelle et de faire des propositions pour l'améliorer. Vous avez plusieurs chaudières, vraisemblablement, elles ne seront pas toutes utiles en situation transformée. Même chose pour la production d'eau chaude sanitaire. De nouveau, vous avez une installation existante qu'il est possible d'améliorer sans tout modifier. Ce sont simplement à ce niveau-là des petites interventions qui vont permettre de faire coller le système existant à la nouvelle situation, donc l'adapter à la situation projetée. On peut aussi pointer tout ce qui est recours aux énergies renouvelables. Parmi celles-ci, on a la cogénération. La cogénération, c'est une production de chaleur qui produit en même temps de l'électricité que vous pouvez utiliser directement sur le site. Cette électricité, vous devez l'utiliser dans les parties communes, donc vous ne pouvez pas la réutiliser dans vos appartements respectifs. De ce fait-là, c'est important de faire un équilibre entre cette production et ce que vous allez pouvoir consommer pour ne pas devenir producteur d'électricité. Vous avez tout ce qui est recours au solaire, que ce soit thermique ou photovoltaïque. Le thermique permet de produire de l'eau chaude sanitaire, donc de préchauffer votre eau avant que ce soit les chaudières qui produisent l'eau chaude sanitaire. Le photovoltaïque, de nouveau, produit de l'électricité valorisable uniquement dans les parties communes. Pour ces différents points, ce qu'on vous propose de faire, c'est une étude de faisabilité où on va regarder les aspects techniques, les aspects économiques et les aspects environnementaux. Ainsi, vous avez vraiment les trois paramètres dont vous pouvez prendre connaissance pour savoir si ce sont des investissements qui valent la peine ou pas. Voilà, donc ça c'est la définition un peu de comment on voit d'abord l'analyse de votre bâtiment très rapidement, puisqu'on y allait deux ou trois fois, on a pu visiter une fois l'intérieur. Mais aussi comment on estime qu'il serait intéressant d'agir. Et pour cette action, nous proposons une méthodologie en deux temps. La première phase, qu'on va appeler étude de faisabilité, donc qui va d'abord évidemment, vous l'avez compris, nécessiter une analyse thermique de la situation existante. Ensuite, nous allons proposer différentes améliorations. Bon, on vient de balayer, on va chiffrer tout ça, on va quantifier et étudier ça de manière plus scientifique que juste exposé actuellement. Et examiner donc ce que ça implique aussi au niveau des propositions architecturales. On en a touché un mot, ça peut permettre de revoir l'image de notre bâtiment. Éventuellement en fonction des discussions avec le maître de l'ouvrage ou le représentant, revenir sur ces propositions, aller vers les instances urbanistiques qui auront évidemment un mot à dire sur les transformations qu'on va proposer, et enfin, point important pour nous, on vous l'a dit, estimer le coût et surtout pour vous le recours sur investissement de tout ça, parce que c'est pas négligeable de savoir en combien de temps un investissement peut être rentable. C'est souvent une part importante des décisions.
Et puis, ce serait de proposer la manière dont on voit l'intervention sur le bâtiment par rapport à un phasage et une planification du chantier. Donc, cette phase de faisabilité, c'est celle pour laquelle nous avons proposé un montant d'honoraires qui nous paraît être nécessaire pour savoir où vous allez, peu importe avec quel tour d'architecture vous allez travailler. Enfin, la deuxième phase, ça va être si on part ensemble dans la transformation de votre bâtiment, ça va être tout ce qui concerne la mission d'un architecte et d'un bureau d'études par la suite dans l'assistance et la mission de service qu'elle peut rendre au maître de l'ouvrage. C'est finaliser ce qu'on appelle l'avant-projet, c'est vraiment ficeler le projet sur sa technique, son esthétique et son coût, évidemment, pour être sûr sur quelle base on se lance dans un contrat entre maître de l'ouvrage et l'architecte. Étudier plus profondément, évidemment, les aspects techniques, urbanistiques et aussi incendies qui ne sont pas négligeables dans le cadre d'un bâtiment comme le vôtre. L'établissement du dossier BEP, donc qui lui est l'aspect légal thermique, qui rentre dans le cadre de la demande de permis. Voilà, la demande de permis, c'est un dossier aussi important à rentrer et à composer. Et puis enfin, par après, c'est plus la phase de réalisation. Donc d'abord, réaliser un dossier d'exécution, des plans, des coupes, des détails techniques, des cahiers de charges, des lettrés, pour soumissionner les différentes entreprises qu'on souhaite consulter pour réaliser les travaux. Sur base de la réception de leurs offres, comparer tout ça, voir si c'est complet, faire un rapport vers le maître de l'ouvrage pour voir, selon nous, ce qui est problématique ou pas dans les différentes offres, et assister le maître de l'ouvrage dans une décision pour finalement prendre la décision de travailler avec une entreprise, préparer un contrat d'entreprise bien ficelé avec le maître de l'ouvrage pour ne pas avoir de surprise durant le chantier. Et puis après, c'est la machine elle est lancée, c'est du suivi de chantier, c'est faire respecter ce qui est prévu dans le contrat entre le maître de l'ouvrage et l'entreprise, et faire rouler les choses par rapport au planning, voir les états d'avancement pour les paiements évidemment de l'entrepreneur, si tout est OK par rapport à son travail, et accepter que le maître de l'ouvrage paye les tranches. Ça, c'est du travail habituel de l'architecte, on va dire. Et enfin, dernier point, réceptionner ces différents ouvrages qui touchent à l'ossature de votre bâtiment et qui donc sont garantis sont couverts par la garantie décennale qui couvre ces bâtiments. Voilà, merci pour votre attention. Nous sommes bien entendu à votre écoute pour quelques questions éventuelles. La parole. Oui, peut-être juste un mot sur le coût que vous avez estimé. Donc évidemment, nous n'avons pas estimé de coût pour le bâtiment, parce que comme vous l'avez compris, c'est totalement impossible, sans avoir un cahier de charge précis de sur quoi on va intervenir. Vous avez compris qu'il reste des pistes ouvertes, largement ouvertes. Donc c'est ce qui fera pour nous l'objet de l'étude de faisabilité dont on vient de parler. Et par contre, si on parle du coût de l'étude de faisabilité, nous proposons 10 000 € pour hors TVA, donc dans ce champ de TVA de 21%, 10 000 € pour réaliser cette étude technique sur ces différentes possibilités, l'étude du coût que ça provoque, évidemment, à ce moment-là bien plus précis, du retour sur investissement, de l'image architecturale que ça peut provoquer, etc. Je ne sais pas si c'est ça ta question, mais... Alors, question tout à fait libre. Nous vous écoutons. Qui veut prendre la parole éventuellement pour une question? Monsieur Bardot. Dans le projet, effectivement, je pense ici tout le monde est conscient du fait qu'il va falloir faire quelque chose chez nous. La seule chose où je n'ai pas entendu, on n'en a pas parlé non plus, c'est on voit qu'il y a l'énergie au niveau chauffage, installation, ventilation, tout ceci. Et quelque part, aujourd'hui chez nous, chez nous également, c'est l'eau. Et pour l'eau, là on voit l'énergie chauffage et on dit ça comme ça, électricité à la limite, mais pour l'eau, on n'a pas de projet encore quelque chose qui pourrait nous faire économiser l'eau, récupération de cette eau qui pourrait bénéficier à la propriété. Parce que l'eau aujourd'hui, chez nous, ça coûte excessivement cher parce qu'on n'a pas un seul compteur qui est redistribué. Donc au niveau des mètres consommés par chacun ici, pas énormément, mais qu'on cumule effectivement notre coût au niveau de l'eau, c'est énorme. Et je pense que ça sera encore plus énorme dans les 5 et 10 années futures. Et dans les projets, c'est peut-être pas la discussion, mais je pense qu'il va falloir aussi penser à l'eau. Alors, si je vous entends bien, vous parlez bien de l'eau froide. Oui, oui. D'accord. La consommation d'eau. La consommation d'eau. Oui, alors,
sur la consommation d'eau, effectivement, ce n'est pas un aspect énergétique au niveau des consommations, au chauffage, au chaud sanitaire. On ne peut pas agir de façon très très pertinente sur les consommations d'eau. Disons que l'eau, ce que vous consommez, vous le payez. Donc comment est-ce qu'on peut réduire ça? Récupérer l'eau de pluie, ça c'est une première chose. Maintenant, au niveau de la mise en œuvre dans un bâtiment existant, c'est extrêmement compliqué parce que, disons, récupérer ce qui vient de la toiture vers une citerne, mettre une pompe qui va le réenvoyer vers les appartements, jusqu'au niveau de la pompe, c'est très facile à faire. À partir de la pompe, c'est extrêmement compliqué dans le sens où vous ne pouvez jamais avoir de mélange entre les réseaux d'eau potable et les réseaux d'eau de pluie. Donc ça veut dire qu'on doit refaire toute une distribution vers chaque appartement, idéalement avec des compteurs de passage qui permettent de savoir ce que chacun a consommé pour refaire une répartition au prorata. Quand on regarde le prix de l'eau de ville et le prix des investissements, on a fait des simulations sur énormément de bâtiments. C'est d'ailleurs des simulations obligatoires sur les nouveaux bâtiments. La citerne d'eau de pluie est un investissement qui, à l'heure actuelle, n'est pas rentable. L'eau de ville, pour le moment, n'est pas suffisamment chère pour que ce soit rentable. Maintenant, c'est quelque chose qu'on peut toujours étudier, analyser. Monsieur Brassard. Donc, concernant les chaudières. Juste un petit instant, est-ce que monsieur voulait ajouter? Oui, je vous en prie. Juste ajouter par rapport à l'eau, qu'effectivement, vous êtes dans un bâtiment aussi qui est très concentré par rapport à une habitation unifamiliale en lotissement, par exemple, où quelqu'un va mettre une citerne de 10 000 litres et récupérer ça pour sa machine à laver, son WC, etc. Là, on a une certaine efficacité. Par contre, vous avez une surface de toiture assez réduite pour récolter cette eau. Et donc, l'autre solution éventuelle pour avoir cette eau qui vient du sol, ce serait de faire un puits. Donc ça nécessite des investissements très coûteux d'une part aussi, mais d'abord étudier la faisabilité. Donc faire venir un sourcier pour voir s'il y a une possibilité sur le site. C'est payant aussi. Voilà. Juste pour faire une petite parenthèse là-dessus. Je donne la parole, monsieur. Tout est payant, bien sûr. Mais non, moi je viens au niveau des chaudières, qui sont quand même pas si âgées que ça. Elles sont, je pense, si les souvenirs sont bons, de 94. Bon, c'est quand même pas avec des chaudières de la marque Wiesmann, qui sont quand même parmi les meilleures marques de chaudières, qu'on doit nécessairement les éliminer. On peut quand même quelque part arranger ça de façon à amener autre chose que l'énergie fossile, comme le mazout, et à ce moment-là, peut-être trouver une énergie renouvelable éventuellement à côté pour chauffer l'eau, où là on n'aurait que l'eau d'un côté. Moi je me souviens avoir fait un projet il y a 3-4 ans, où j'avais fait venir quelqu'un pour des éoliennes de toit, des petites éoliennes de toit, il y en avait 4 pour tout le bâtiment, et si, comment dirais-je, le syndic de l'époque avait suivi ce que j'avais démontré, nous les aurions peut-être, mais il fallait passer par le planning, mais j'avais fait des études assez importantes, mais, comment dirais-je, ça n'a pas été suivi, donc c'était aussi une possibilité, parce que les petites éoliennes de toit, c'était des éoliennes Venturi. Donc 1 mètre de diamètre sur, comment vais-je dire, sur roulement à billes, aucun bruit, qui allait en fonction du vent. Et comme notre bâtiment se situe très haut, à plus de 31 mètres, et que on est à du vent, ces éoliennes auraient quand même produit pas mal de productivité. Donc, moi j'avais pensé à ça, ça n'a pas été suivi, bon, je pense que c'est une erreur, mais bon, il faut avancer de toute façon. Mais les chaudières, moi je pense que les chaudières, elles doivent être, c'est pas pour ça qu'il faut les éliminer. Une Wiesmann, ça doit tenir 40 ans sans problème, mais qu'on change éventuellement l'apport d'énergie et qu'on ne reste pas dans le fossile. Il y a le gaz, bien entendu. Bon, il y a des gens qui ont peur du gaz. Une fois que c'est suivi et bien entretenu, il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison. L'idée ici n'est absolument pas d'enlever tous les équipements techniques que vous avez. Je veux dire, à partir du moment où ils sont relativement récents, où ils fonctionnent de façon tout à fait satisfaisante, il n'y a aucune nécessité à les changer maintenant. Et ce n'est pas l'objectif non plus. C'est pour ça que ce qu'on a mis comme investissement prioritaire pour nous, c'était bien la ventilation. Ensuite, agir sur les chaudières, on parlait bien de transformer ce qui est existant pour l'optimiser, d'une part à la situation projetée où les consommations ne seront pas du tout les mêmes, et donc vous allez inévitablement, à mon sens, avoir une chaudière au moins qui va être excédentaire et qui ne sera plus nécessaire. Ensuite, le fait de passer à une autre énergie, c'est toujours un rapport entre l'investissement, le temps de retour sur l'investissement. Qu'est-ce que vous proposeriez, par exemple, pour les chaudières qui sont là, comme apport de matière, du gaz, ou je ne sais pas, qu'est-ce que vous proposeriez? Mais il n'y en a pas 50, effectivement, comme je dit. Vraiment, en énergie, vous n'avez le choix à l'heure actuelle entre le mazout,
ou le gaz. C'est extrêmement simple. Maintenant, les chaudières, honnêtement, c'est pas en les ayant regardées pendant une demi-heure que je peux vous dire combien ça va coûter de les transformer. Si c'est faisable, à quel coût? Comment amener le gaz jusque chez vous? Est-ce qu'il y en a dans la voirie principale? Est-ce qu'on a besoin d'un poste de détente? Ce sont toutes des choses qui doivent être prises en compte pour voir la faisabilité. Maintenant, je vous rejoins effectivement au niveau du prix du kilowattheure de chauffe avec du gaz ou avec du mazout. C'est sensiblement plus intéressant avec du gaz. Oui, c'est aussi une énergie plus propre. Enfin, je comprends tout à fait votre question, qui est déjà très pointue en fait dans une éventuelle. Enfin là, on est vraiment déjà dans un dialogue, ce que nous on considère comme étant la manière de travailler sur ce projet. C'est évidemment, on ne va pas parler avec les 100, je sais pas combien de propriétaires, 120, 150, 162 appartements. 162 propriétaires. Enfin, certains sont peut-être propriétaires de plusieurs appartements. Donc voilà, on va essayer d'avoir des interlocuteurs qui vont relayer après les envies de chacun, etc. pour arriver à une solution qu'on va considérer comme optimale. Et effectivement, il y aura certainement l'éolien, le photovoltaïque, le chauffage solaire thermique, plein d'options qui peuvent être envisagées, mais qui doivent être absolument chiffrées par rapport à leur possibilité de mise en œuvre technique pour voir s'il y a un réel intérêt. On vient de discuter rapidement de l'eau, récupération d'eau. Bon, Muriel dit rapidement que ça ne paraît pas faisable de par son expérience, mais pas que ça ne paraît pas intéressant pour le moment de par l'expérience d'autres projets. Mais évidemment qu'on va pas balayer et fermer la porte de ce truc-là tout de suite dans le cadre d'une étude. Et donc, ce qu'on vous propose dans le cadre de l'étude de faisabilité, c'est un peu ce qu'on est en train de commencer aujourd'hui. Cette étude, ce dialogue, ce questionnement des propriétaires vers nous techniciens pour voir d'abord la faisabilité de toutes les pistes envisageables pour améliorer votre bâtiment. Parfait. Est-ce qu'il y a encore une dernière question ou est-ce qu'on peut clôturer? Oui. Je vous écoute. Moi, je voulais savoir comment vous isolez. Je suppose qu'on isole, qu'on change les panneaux, nos panneaux. Ce qu'on va à la place, et de l'autre côté, on va faire une ventilation. Et si tout le monde ne le fait pas? Ok. Monsieur Bardot, si vous pouvez vous poser votre question, comme ça il répond de manière simple. Pas sur la figure de Madame Meunier, mais une question, c'est des questions au niveau technique, en évaluation du bâtiment, tout petit. Maintenant, on a un souci chez nous, c'est un peu au niveau sécuritaire. Vous avez vu les stades d'organisation que nous avons. Est-ce que dans votre projet, y a-t-il peut-être un avis au niveau sécuritaire extérieur qui sera ajouté, une possibilité à penser pour le futur? Donc, pour répondre d'abord à Madame, on va isoler par l'extérieur. Je ne peux pas encore vous dire avec quel isolant, je ne peux pas vous dire avec quel panneau on va vous proposer, mais comme on l'a dit, on va vous proposer un matériau et un panneau d'habillage, parce que a priori ce sera ce qu'on appelle un pardage, un habillage léger comme vous avez actuellement, en tout cas sur les parties des façades en long. Qui vont essayer d'avoir un bon compromis entre un prix intéressant, une durée intéressante, un aspect esthétique aussi intéressant. Voilà. Ça fait l'objet d'une étude. On peut vous proposer un bardage en tuile, un bardage en fibrociment, un bardage en aluminium, en zinc, etc. Tout ça, ça a des coûts différents, ça a des images différentes, ce sont des techniques différentes. Donc tout ça, ça fait l'objet de nouveau d'une étude de faisabilité qui permet de balayer différentes pistes pour en choisir une au final, qui est un compromis où certainement, parce que tout propriétaire ne sera pas d'accord sur ce qu'on va proposer d'abord comme isolant puis comme finition. Et pour répondre à votre question, j'ai un peu zappé. La ventilation. Ça, je vais peut-être te laisser répondre. Mais au niveau de la ventilation, disons que ce qu'a priori on aura en tête pour ne pas avoir quelque chose qui est extrêmement compliqué à mettre en place et qui est intrusif au niveau des appartements, c'est simplement au moment où chacun procède au remplacement de ses châssis, d'intégrer une grille dedans qui permet de l'apport d'air neuf vers les appartements. Et par contre, au niveau centralisé, et là c'est un investissement à faire tout le monde en même temps, c'est de prévoir une extraction mécanique qui soit performante et qui couvre tout ce qui est cuisine, WC et salle de bain. Pièce d'eau, oui, pièce humide en fait. Et vous aviez aussi un aspect sur la sécurité. Donc par rapport à la sécurité, notamment vous parlez de l'escalier, mais on parle aussi, j'en ai touché un mot de l'incendie, la protection incendie qui va être un point primordial. On est sur une zone, il faut savoir, où le service incendie est hyper rigide et attentif
au projet, et certainement dans le cadre de votre bâtiment, qui rassemble beaucoup de gens. Et donc c'est un point qui va être fondamental à étudier, et dans ce cadre-là, forcément que les escaliers d'évacuation vont être rentrés en ligne de compte. Bon, il faut savoir que nous, on est architectes généralistes, hein, donc on est si vous allez voir notre site, en tout cas, vous verrez qu'on maîtrise les projets de A à Z jusque dans du mobilier. Et donc, pour nous, il est fondamental que quand on prend l'assistant, quand on accepte l'assistance, la mission d'assistance à un maître de l'ouvrage pour un bâtiment, on est là avec lui et on lui tient la main de quand il signe le contrat jusqu'à quand il rentre dans son bâtiment, et pour tous les aspects, parfois même juridiques, s'il faut l'assister dans le cadre d'un litige avec un entrepreneur. Donc ça, c'est vraiment le rôle de l'architecte complet, et pour nous, on ne conçoit pas la mission d'architecture autrement. Parfait, merci. Merci à vous.